Nos écrans nous mentent. À moins d'avoir un moniteur calibré correctement à l'aide d'une sonde de calibration et de faire son étalonnage dans un environnement contrôlé, on ne peut jamais entièrement se fier à l'image que notre machine nous montre. Non seulement ça, mais nos yeux aussi nous mentent. Regardez ces deux carrés. Selon vous, lequel est le plus clair? Si vous êtes normalement constitué, vous devriez me répondre celui de gauche. En réalité, aucun des deux. Et ça, je peux vous le prouver en vous montrant mes nœuds sur fusion. Ces deux carrés sont en fait un seul et même élément qui a été dupliqué. On ne peut se fier ni à son écran, ni à ses propres yeux. Un scope, c'est un oscilloscope nous permettant d'avoir une analyse graphique en temps réel des informations de couleur et de lumière contenues dans une image. Dans Resolve, ils sont au nombre de 5 et croyez-moi, si vous apprenez à les lire correctement, ceux-ci vont devenir vos meilleurs amis. On peut les afficher en bas à droite de l'écran dans la zone des palettes, en cliquant sur cette petite icône en forme de graphe. Et on peut même les ouvrir dans une fenêtre pop-up afin de les agrandir et de les garder sous nos yeux à tout instant, même en changeant de page dans le logiciel. Aujourd'hui, on va tous les expliquer un par un. Première chose que je vais faire, c'est changer l'affichage pour n'en afficher qu'un seul à la fois en cliquant juste ici. Le waveform. Le waveform se présente sous la forme d'un graphique sur deux axes et va nous permettre de voir les différentes valeurs de luminosité sur l'axe vertical en fonction de la position de chaque pixel sur l'axe gauche-droite de l'image. Vous voyez que si j'isole une partie de mon image avec un masque, on peut mieux visualiser comment fonctionne le waveform. Si j'ai de l'information dans les hautes lumières, je la retrouverai en haut de mon waveform et inversement, l'information située dans les basses lumières sera en bas du graphe. Chaque scope va être personnalisable via un menu situé en haut à droite, juste ici. La plupart vont proposer plusieurs modes d'affichage. Le waveform, lui, en a 3 différents. Le mode Y, le mode CBCR et le mode RGB. Le mode Y est certainement le plus simple à appréhender. Quand on parle de canal Y en vidéo, on fait référence à la luma, c'est-à-dire la quantité de lumière qu'affiche un pixel sur un écran. Le waveform Y va nous être très utile pour vérifier que certaines parties de notre image soient bien éclairées. Par exemple, la peau d'un être humain dans des conditions de lumière normales se situe toujours entre 40 et 80% de luminosité. Avec le waveform en mode Y, on pourra vérifier précisément ce genre de choses avec des données quantitatives. Par défaut, l'axe vertical représente les différentes valeurs pour un encodage en 10 bits, de 0 à 1023. Mais on pourra, selon nos préférences, changer ça à n'importe quel moment. Et ici, je vais mettre l'affichage de l'axe vertical en pourcentage pour que ce soit un peu plus parlant. Grâce à ce waveform, on pourra aussi avoir une bonne idée du contraste de notre image, des endroits bouchés ou cramés, puisque de fait, tout ce qui touche le 0% c'est du noir complet, et inversement, tout ce qui tape le 100% c'est du blanc pur complètement cramé. L'affichage RGB va nous permettre de visionner les 3 canaux rouge, vert et bleu qui composent le signal vidéo d'une image numérique. On parlera de tout ça bien plus en détail dans la prochaine vidéo, mais pour vulgariser un peu, une image numérique couleur est composée de 3 couleurs primaires, chacune occupant un canal qui lui est propre. Le canal rouge, le canal vert et le canal bleu. C'est l'association de ces 3 couleurs primaires qui permet à un écran d'afficher toutes les autres couleurs. Plus on augmente la luminosité dans l'un de ces canaux, plus on va augmenter la présence de la couleur qui lui est associée. Ici, ces 3 canaux sont superposés dans le même graphe. De cette manière, ce scope pourra nous être très utile pour vérifier que les tons neutres de notre image sont bel et bien neutres, et donc par extension que notre balance des blancs est correctement faite. Un blanc ou n'importe quelle valeur de gris, c'est du rouge, du vert et du bleu à la même intensité lumineuse. Sur mon waveform RGB, ça veut dire que ces 3 canaux se superposent parfaitement. L'affichage CBCR est un peu plus difficile à comprendre. Et pour que je puisse expliquer correctement ce scope, il va falloir reprendre certaines bases et faire une longue digression. On sait que pour encoder une image numérique, on peut se servir de 3 couleurs primaires.
le rouge, le vert et le bleu. Je ne vous apprends rien, c'est ce qu'on a vu juste avant. Et c'est ce qu'on appelle le RGB. Cependant, il existe plein d'autres manières d'encoder une image. Et celle dont vous allez surtout entendre parler en vidéo, c'est l'encodage YUV ou YCBCR. Ici, on a toujours 3 canaux différents, sauf que ce ne sont pas des canaux RGB, mais des canaux Y, U et V. Un canal Y pour la luma, on l'a vu, c'est la quantité de lumière émise par un pixel, et 2 canaux U et V pour la chrominance. Plus exactement, la chrominance rouge et la chrominance bleue. Le YUV et le YCBCR, c'est exactement la même chose, sauf qu'on utilise le terme YCBCR spécifiquement lorsqu'on parle d'images numériques. Contrairement au RGB, où la quantité de lumière donnée par un pixel dépend directement de la luminosité de ces 3 couleurs primaires, avec le YUV, on sépare les informations de lumière des informations de couleur. Ainsi, si on ne garde que les informations de couleur et qu'on les place sur un plan en 2 dimensions, on obtient ceci, le plan UV. Sur ce plan sont distribuées toutes les couleurs et les mélanges de couleurs possibles sur seulement 2 axes. Et peut-être voyez-vous où je veux en venir, l'axe horizontal va nous permettre de placer la chrominance bleue et l'axe vertical la chrominance rouge. Au centre de ce plan se trouvent les coordonnées 0, 0. Ici, mes 2 composantes sont à 0 et donc je n'ai aucune couleur, ce qui me donne un point neutre. Je pourrais parler de gris neutre, mais rappelez-vous qu'il n'y a aucune notion de luminance dans ce plan. C'est pas spécialement un gris clair ou un gris foncé, ni même du blanc, c'est juste un point sans couleur. Si je vais dans les valeurs positives de mon graphe, je vais ajouter mes composantes bleues et rouges dans un mode additif. Si j'augmente que mon rouge, j'obtiens du rouge. Si j'augmente que mon bleu, j'obtiens du bleu. Et si j'ajoute les deux ensemble, j'obtiens du magenta. Car rouge plus bleu, dans un mélange additif, ça donne du magenta. Jusque là, c'est assez intuitif et on n'a pas trop de soucis à comprendre comment ça fonctionne. Inversement, quand je vais dans les valeurs négatives de mon graphe, je passe en mode soustractif. En effet, si je retire la couleur rouge à mon gris neutre, j'obtiens du cyan. Si je fais la même chose avec du bleu, j'ai du jaune. Et si je soustrais mes 2 couleurs en même temps, j'obtiens alors du vert. Bref, tout ce bordel pour conclure qu'on obtient avec ça un système de coordonnées qui va nous permettre d'encoder n'importe quelle couleur avec seulement 2 valeurs, les coordonnées X et Y de mon plan. Et c'est ce que va me permettre de visionner le scope CBCR dans Resolve. On l'a vu, UV et CBCR, c'est la même chose, c'est mes coordonnées de couleur. Sur ce scope, je vais avoir 2 signaux superposés, mon canal de chrominance rouge et mon canal de chrominance bleue. Le gris neutre, lui, se trouve au milieu du graphe. C'est là où je ne vais avoir aucune couleur. Alors on pourrait croire que ce n'est pas le point 0, car on est dans des valeurs positives sur mon scope, mais comprenez bien que c'est le cas seulement parce que les valeurs sont décalées, car ce que l'axe vertical de mon scope affiche, c'est un pourcentage qui n'a pas vraiment de valeur dans cet affichage. Alors tout ça, c'est beaucoup moins intuitif que le système RGB, on est d'accord, et on pourrait se demander qui est le taré qui a eu l'idée de ce truc. Mais en réalité, l'encodage YUV et par extension le YCBCR, pour des raisons historiques et technologiques, c'est l'encodage dans lequel est fait la quasi-totalité des vidéos que vous regardez au quotidien. Historiquement déjà, car lorsque la télévision couleur est arrivée, il a fallu trouver une astuce pour pouvoir transmettre des images couleur lisibles, même par des téléviseurs noirs et blancs. Vous vous doutez bien qu'à ses débuts, la majorité des gens n'avaient pas de télécouleur. Et les télés noirs et blancs ne pouvaient lire et afficher qu'un signal Y, celui de la luma. Si on leur transmettait un signal RGB, ces télés auraient été totalement incapables de lire et d'afficher leurs images. Un signal YUV par contre, c'est tout bénef. En séparant la luma de la chrominance, on peut transmettre une image couleur tout en gardant la compatibilité avec les télés noirs et blancs, qui elles ne lisaient que le signal Y. Ce mode d'encodage, on s'en sert encore aujourd'hui, mais pour des raisons différentes. On s'est rendu compte que l'œil humain est beaucoup plus performant pour apprécier la résolution d'une image avec sa luminosité plutôt qu'avec ses couleurs. Faisons cette expérience. Voici une petite vidéo filmée au drone, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui retirer toutes ses couleurs. On baisse sa saturation et on obtient donc du noir et blanc. A priori, on n'a pas trop de mal à percevoir les détails de l'image. On n'a pas l'impression d'avoir perdu en résolution. Maintenant, on va faire la même chose, mais dans le sens inverse. On va garder les informations de couleur et on
va atténuer le plus possible les informations de l'UMA. En gros, je vais réduire le contraste, mais uniquement dans le canal Y, sans toucher aux canaux RGB. Est-ce que cette image vous paraît lisible? Moi, je vois surtout une bouillie de couleurs. Alors, j'arrive à reconnaître certains trucs, mais pour en percevoir les détails, c'est vachement chaud. C'est le cas car au fond de nos yeux se trouvent deux types de cellules sensibles à la lumière. Les bâtonnets, sensibles aux variations de luminosité, et les cônes, sensibles aux couleurs. Et le truc, c'est qu'on a bien plus de bâtonnets que de cônes sur notre rétine. On voit les contrastes de lumière en Ultra HD de la mort qui tue, par contre, pour les couleurs, on est carrément des taupes. Et ça, c'est une véritable aubaine pour compresser un signal vidéo et gagner de l'espace. Un signal RGB, on ne peut pas le compresser. Chaque pixel doit pouvoir recevoir sa propre valeur de rouge, de vert et de bleu. Avec un encodage YUV, on peut garder le canal Y non compressé à pleine résolution tout en réduisant la résolution de l'image dans les deux canaux de chrominance. On aura le temps d'en reparler un autre jour, mais c'est ce que signifient les fameux 422 et 420 que vous pouvez parfois voir lorsque vous encodez une vidéo. Aujourd'hui, la quasi-totalité des vidéos que l'on stocke sur nos disques durs, nos Blu-ray ou nos DVD sont encodées dans le mode YUV et il peut être utile donc d'avoir un waveform qui nous permette de le visualiser directement lors de l'étalonnage. La parade. Ça va être beaucoup plus court car c'est essentiellement la même chose que le waveform, sauf qu'on va pouvoir observer chaque canal séparément de gauche à droite. La parade RGB, c'est d'ailleurs l'affichage par défaut de votre scope lorsque vous l'ouvrez pour la première fois, et on y retrouve nos trois canaux rouge, vert et bleu, les uns à côté des autres et non plus superposés comme c'était le cas dans le waveform. Vous constaterez aussi que cette fois, on a un véritable affichage YCBCR, avec donc le canal de la Luma Y en plus des deux canaux CB et CR. Le vectorscope. Là où les deux précédents scopes nous permettaient principalement de voir les variations de luminosité dans notre image, le vectorscope, lui, ne va nous permettre de voir que les différentes couleurs qui composent l'image et leur saturation respective. Avec le waveform CBCR, on a pu parler de l'espace UV, qui est un espace en deux dimensions dans lequel on peut représenter toutes les couleurs. Ici, toutes les couleurs sont représentées dans un cube RGB. Pour vous le représenter, imaginez donc un cube dont chaque dimension est attribuée à l'une de nos trois couleurs primaires. Longueur pour le rouge, largeur pour le vert et hauteur pour le bleu. Ces trois axes se rejoignent en un point 0, là où la saturation de mes trois couleurs primaires est nulle, et où apparaît donc du noir. Au sommet opposé de ce cube, c'est là où les trois composantes RGB ont leur valeur maximale, et où apparaît donc du blanc pur. Le long de la diagonale qui rejoint ces deux sommets et qui passe par l'intérieur de mon cube, on va y retrouver toutes les nuances de gris, du noir pur au blanc pur. C'est ce qu'on appelle l'axe achromatique. Visualiser un vectorscope, c'est regarder une projection orthogonale de ce cube avec comme point central cet axe achromatique. On l'observe très bien lorsque j'augmente la saturation de mon image à fond. On voit apparaître les arêtes et les sommets de ce fameux cube. Il est important de comprendre que ce scope ne nous montre en aucun cas les variations de luminosité. Si je désature mon image pour en faire une image noir et blanc, toute l'information va se retrouver au centre de mon vectorscope, là où se trouvent donc les nuances de gris empilées les unes au-dessus des autres. Le vectorscope, on s'en sert donc pour contrôler nos couleurs, leur saturation, leur teinte et tout particulièrement les teintes de peau. C'est ce à quoi va nous servir cette petite option, le Skin Tone Indicator. Que vous filmiez une personne blanche ou noire, une peau métissée ou peu importe quelle teinte, dans des conditions d'éclairage normales, toutes les couleurs de peau doivent graviter autour de cette petite ligne qui se situe entre le rouge et le jaune. Je dis bien dans des conditions d'éclairage normales. Évidemment, ce ne sera pas le cas si la peau de votre modèle est éclairée par une lumière verte. Soyez pas con non plus. Un outil très pratique donc pour savoir si on n'a pas foiré ses couleurs.
L'histogramme. Pour le coup, c'est, je pense, un scope que vous avez déjà vu si vous possédez une caméra ou un appareil photo. Le principe est un peu le même que pour le waveform, mais cette fois-ci, on va avoir l'intensité lumineuse représentée sur l'axe horizontal et la quantité de pixels sur l'axe vertical. Ainsi, je vais avoir une idée de la répartition de la lumière, non plus physiquement sur mon image, mais quantitativement. Ici, par exemple, je vois que j'ai beaucoup de pixels dans les basses lumières et beaucoup de pixels aussi dans les hautes lumières. Ce qui est normal finalement, puisque j'ai une image assez contrastée. J'ai des sacs noirs et gris foncé et j'ai un background plutôt lumineux. Ça pourra m'être utile pour faire des balances de lumière rapidement. Mais attention, avoir la majeure partie de l'information d'un côté ou de l'autre de l'histogramme ne veut pas nécessairement dire que l'image est mal éclairée. Si je filme une scène de nuit, il est tout à fait logique de s'attendre à avoir la majeure partie de mes pixels dans les basses lumières par exemple. Le CIE Chromaticity Scope. Peut-être n'avez-vous jamais vu ce scope auparavant, ou peut-être l'avez-vous déjà vu. Une chose dont je suis sûr, c'est que si vous êtes novice dans la vidéo, vous ne comprenez rien à ce que vous avez sous les yeux. Ce scope va nous permettre de vérifier que les couleurs de notre image se trouvent bien dans le gamut de notre espace colorimétrique de sortie. Alors je sais que pour certains, ce que je viens de dire, c'est du jargon technique qui ne veut rien dire, c'est pour ça que je ne vais pas trop insister sur ce scope dans cette vidéo, mais pour vous donner déjà quelques notions simples, un gamut est un espace de couleurs. Nos écrans sont limités et ne peuvent pas afficher toutes les couleurs du monde réel. Avec ce scope, on va pouvoir observer ce qui se trouve dans un espace de couleurs donné et veiller à ce qu'aucune information ne soit perdue. C'est au final le même principe que de s'assurer qu'aucune partie d'une image ne soit surexposée ou sous-exposée. Mais au lieu de contrôler la lumière, ici, on contrôle les couleurs. Ne vous en faites pas, on va y revenir dès le prochain épisode qui sera consacré aux espaces colorimétriques. Voilà tout en ce qui concerne l'explication de tous ces scopes. Je finis cette vidéo avec quelques astuces supplémentaires. Vous l'avez vu, on va pouvoir customiser plus ou moins l'affichage de tous ces scopes. Coloriser les différents graphes pour mieux se repérer dans notre image, augmenter leur luminosité, ajouter des repères pour se faciliter la vie et même changer les échelles utilisées. Parmi les échelles, vous allez aussi voir qu'il est possible d'afficher ces scopes soit en mode data level, soit en mode video level. Comprendre la différence entre les deux est assez important lorsqu'on commence à faire de l'étalonnage pour une diffusion professionnelle. En effet, si on prend par exemple un signal vidéo encodé en 10 bits, avec une plage de données allant donc de 0 à 1023, l'entièreté de cette plage ne peut pas être occupée par notre signal vidéo. En dessous et au-dessus d'un certain seuil, le signal vidéo ne sera pas conforme à la diffusion. C'est ce qu'on appelle des données illégales. Aussi, il est important de garder en tête que l'affichage des scopes est calculé sur la carte graphique. Si vous avez une petite config, plus vous allez afficher de scopes en même temps, plus ça va bouffer de la ressource. En plus de changer le nombre de scopes que vous pouvez afficher, vous aurez aussi la possibilité de changer la qualité de vos scopes. C'est la fin de ce long épisode. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez appris des choses et j'espère surtout que vous aurez tenu jusqu'au bout. Moi je vous dis bonne journée, bonne soirée. Ciao!